Bonsoir. Dans chaque société sont édictés des lois et règlements qui, lorsqu'ils sont bafoués, exposent la personne incriminée à des sanctions. Celles-ci sont codifiées pour garantir une équité et éviter les injustices. Il convient tout de même de noter qu'en fonction de l'acte posé, l'on peut être jugé sur le plan civil ou sur le plan pénal. Dans l'un comme dans l'autre cas, il existe un canevas à suivre de l'infraction ou de la plainte à la sanction. On parlera soit de la procédure civile, soit de la procédure pénale. C'est cette dernière qui nous intéresse ce soir. Comment se déroule la procédure pénale au Cameroun? Le texte y afférent est-il en adéquation avec ce qui se fait sur le terrain? Est-il en adéquation avec notre société? Lorsqu'on entend parfois des voix, notamment celles des avocats, s'élever à l'annonce d'un projet de loi portant modification de ce texte, il y a lieu de s'interroger. Le document présente-t-il des manquements? Y a-t-il des améliorations à faire ou alors complètement le reformuler? L'invité de ce soir est avocat, mais également auteur. Il a commis en 2011 un livre qui permet de comprendre le cadre dans lequel s'exerce la procédure pénale au Cameroun. Intitulé « Procédure pénale et pratique des juridictions camerounaises depuis le Code de janvier 2007 », sa réédition paraîtra bientôt. Avec lui, nous allons déblayer ce chemin méconnu du grand public. Nous allons également revenir sur ce fait qui a choqué plus d'un. Au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, on a vu avocats et forces de maintien de l'ordre dans un échange loin d'être cordial. Docteur en droit pénal et sciences criminelles de l'université Panthéon-Assas Paris, France. Il est inscrit au barreau de Paris et au barreau du Cameroun. La cinquantaine bien entamée, il est chargé de cours à l'Université catholique d'Afrique centrale où il enseigne le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale et le droit pénal des affaires. Marié et père de 3 enfants, Maître Claude Assira est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Maître, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Banquin et merci de votre invitation. Alors nous allons démarrer par l'actualité. Vous êtes sous les feux des projecteurs ces jours-ci. Avec l'incident qui a eu lieu récemment, c'était le 10 novembre dernier, entre les avocats et les forces de maintien de l'ordre au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. J'imagine que l'avocat que vous êtes soutient l'action de ses confrères. Ce n'est pas exactement comme ça qu'il faudrait poser la question, parce que soutenir, de mon point de vue, implique une relation, une adhésion affective spontanée. Alors vous êtes solidaire? On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement aberrantes, absurdes de la part et de ceux qui ont exécuté les violences et à la fois ceux qui ont donné l'ordre. Parce qu'on peut imaginer que pour donner un assaut, il a fallu certainement qu'une hiérarchie, soit judiciaire, soit éventuellement policière ou militaire, ait donné des ordres aux hommes qui sont intervenus sur le terrain. Et je peux vous indiquer que tout avocat que nous puissions être, tout justiciable même, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas que ce soit seulement l'avocat qui se pose des questions, qui soit solidaire comme vous dites. L'avocat est considéré en général comme étant celui qui soutient la personne qui est en position de faiblesse. Qu'elle soit en position de faiblesse parce qu'elle est victime ou qu'elle soit en position de faiblesse parce qu'elle est accusée devant une machine judiciaire qui est censée le juger. Donc l'avocat est là pour cette personne-là. Or, à partir du moment où votre soutien se trouve lui-même fragilisé, était-ce volontaire ou pas, je n'en sais rien pour l'instant, mais il se trouve que la posture dans laquelle s'est trouvé l'avocat, dans l'ultime bastion de son retranchement, que peut être une salle d'audience, l'avocat peut être inquiet, je le suis, mais je pense qu'au-delà de l'avocat, le justiciable aussi devrait être inquiet. Alors les avocats sont venus en solidarité de corps à l'endroit de leurs confrères accusés de corruption, outrage à magistrat, et ceux-ci étaient détenus
Il revendiquait la libération de ces derniers-là. Dites-nous, en pareille situation, quelle aurait été la meilleure solution, hein, j'ai envie de dire, la bonne approche pour éviter une telle image qui n'honore pas, qui ne nous honore pas? Alors, il y a beaucoup de petites choses qui méritent d'être rectifiées dans votre présentation. La première, c'est qu'il n'y avait pas de revendication. Une revendication peut avoir un caractère politique, un caractère social. Les avocats sont venus en nombre, certes, plaider la cause de leurs confrères conformément à ce que permet et la loi, à ce que permettent la loi et les règles à la fois internationales, déontologiques, sur l'exercice de la profession d'avocat. Rien ne limite le nombre des avocats. Il nous est déjà arrivé, à l'occasion d'un certain nombre de procès, de procédures, aussi bien les affaires complexes ou les affaires qui ont une forte connotation politique, sociologique ou autre, d'être nombreux, parce que non seulement ça nous permet d'avoir un regard croisé d'un dossier, mais en plus, le nombre, il faut se le dire aussi, constitue, influencer un peu. Pas influencer, mais est un élément d'impact, un élément de force. Je voulais juste vous signaler en passant que contrairement à ce que vous pouvez imaginer par exemple dans la procédure américaine où l'avocat a effectivement les moyens presque les moyens de la puissance publique, dans la procédure camerounaise qui ressemble en cela à la procédure française, l'avocat n'est qu'un élément, on va dire pas forcément, le code a beau dire que l'accusation, c'est-à-dire le procureur de la République et la défense sont sur un pied d'égalité, a beau essayer de traduire dans une réalité plus ou moins vraie, perceptible dans les salles d'audience, il n'en demeure pas moins que l'accusation a les moyens de la puissance publique dont ne dispose pas l'avocat. Par conséquent, ces moyens, dans un procès qui se veut équitable, qui est proclamé comme étant équitable, ces moyens étant déficitaires de la part de la défense, il essaye de les compenser par d'autres moyens qui peuvent être pas forcément ceux qui sont réglementés par le code, notamment la possibilité de prendre la parole, d'expliquer publiquement l'usage des médias, la mise en avant par différents moyens médiatiques et autres d'un certain nombre d'éléments susceptibles d'entraîner le regard du plus grand nombre. Et là, en l'occurrence, il se trouve que les avocats ont jugé nécessaire d'être eux aussi en nombre important pour que ça puisse effectivement... Vous savez ce que disait un de vos... qu'il continue encore à dire aujourd'hui, Paris Match, le poids des photos, le choc des images. Voilà, donc je pense que le nombre est aussi un élément qu'il faut intégrer dans la défense. Et je voudrais juste vous indiquer sur ce point de vue que ça n'a absolument rien d'illégal. D'accord. Alors que dit la loi? Est-ce que le juge a le droit de ne pas accéder à la liberté conditionnelle d'un prévenu, même si celui-ci a toutes les conditions, remplit toutes les conditions qu'il faut? Alors, le juge doit pouvoir juger en fonction de 2 paramètres. Le premier de ces paramètres est la loi, et le deuxième de ces paramètres, c'est sa conscience. Donc le juge, qui qu'il soit, juge toujours en fonction de la loi et de sa conscience. Bien. Que dit donc la loi? La conscience, rien ne nous permet de sonder les cœurs et les reins des magistrats. En revanche, nous pouvons lire la loi. Et la loi dit, nul ne peut être placé privé de sa liberté à partir du moment où je vais faire simple, il jouit de ce qu'on appelle des garanties de représentation. Les garanties de représentation, ça veut dire, il a un domicile connu, il a la possibilité de payer une caution, éventuellement, pour lui permettre de se représenter le cas échéant. Il peut faire venir une caution, personne physique, qui va répondre de lui. À partir de ce moment-là, lorsque la personne a des garanties de représentation, alors dans ce cas, elle doit pouvoir comparaître libre. Or, en l'occurrence, beaucoup de choses sont déjà faussées dès le départ. Je voulais juste marquer à ce niveau une petite parenthèse pour vous indiquer que si vous prenez isolément le cadre de ce procès, vous pouvez fausser la perception
que votre public va avoir de la lecture qu'elle pourrait avoir de ce cas précis. Les avocats, depuis quelques années, sont rentrés dans l'œil du cyclone. Nous avons beaucoup de mal à accéder à nos clients qui ne sont pas avocats. Vous pourriez vous dire, et je comprendrais, qu'il y a là-dedans un mouvement qui a plutôt une connotation corporatiste. Mais les mêmes personnes qui nous reprochent ça, nous ont, il y a quelques mois de cela, reproché déjà d'avoir fait la suspension la robe, alors que là-dedans, aucun avocat n'était concerné. Nous demandions alors tout simplement que nous ayons la possibilité d'exercer le métier pour lequel nous avons prêté serment, c'est-à-dire la défense des personnes qui sont impliquées dans la machine judiciaire. Or, depuis lors, pas grand-chose n'a changé. Vos journaux ne se font pas du tout, ne font aucune réserve à reprendre les situations dans lesquelles l'avocat a été impliqué, soit parce que, moi je vous parle de situations que personnellement j'ai vécues, nous sommes empêchés d'accéder à nos clients par différents moyens, d'abord parce que, bien que le code de procédure pénale dise que, à partir du moment où une personne est interpellée, mise sous main de justice, elle a le droit automatiquement d'avoir l'accès à son avocat. Oui. Ce n'est pas le cas. Mais par différents canons, différents moyens d'information, la famille, les médias et autres, on finit par savoir que telle ou telle personne a été interpellée. Pour pouvoir y accéder, on est obligé de faire le tour de tous les lieux de détention de la ville de Yaoundé. Je vous parle de Yaoundé parce que j'habite professionnellement à Yaoundé. Quand vous finissez par y arriver, parce qu'aujourd'hui, à force d'être au combat tous les jours, on finit par imaginer, par le biais de la mise en place du dispositif de sécurité qui a été renforcé au CED, à la DRPJ, etc., on finit par deviner à peu près que c'est effectivement ici le bon endroit. Quand vous voulez y aller, le monsieur vous dit non, vous ne pouvez pas y aller tant qu'il n'a pas reçu, lui, l'instruction de vous laisser passer. Il n'a besoin d'aucune instruction, il n'y a que le code qui le prévoit, qui dit à partir du moment, et le code c'est une loi, qui est donc au-dessus de toutes instructions. Donc, moyennant quoi, les droits de la défense ne peuvent pas exercer, mais surtout, l'avocat n'est pas restitué dans sa prérogative de défense. Au-delà de ça, si vous voulez forcer un peu et faire venir le code, vous allez nécessairement rentrer en conflit frontal, qui est souvent un conflit physique avec les autorités que vous trouvez. Beaucoup d'avocats ont été molestés, on en a dénombré 14 depuis le début de l'année, ils ont été placés en détention, etc., sans qu'à aucun moment on ne puisse voir d'une façon ou d'une autre une contestation, une revendication, une admonestation de la part des autorités hiérarchiques de ces personnes-là. Donc, vous devez replacer ce conflit, celui auquel vous faites référence, dans la chaîne ininterrompue de ces vexations que subissent les avocats depuis lors. Quand on arrive donc à cette situation, on se dit habituellement que, malheureusement, et je le dis pour le dénoncer, je ne dis pas ça pour justifier quoi que ce soit, la corruption, elle doit être condamnable, qu'elle soit celle du policier, du gendarme, du ministre, du juge et aussi de l'avocat. Je voulais en finir là pour insister. Et de l'avocat, elle doit être condamnable. Mais il se trouve que malheureusement, la corruption a fait florès partout, dans tous les secteurs de la vie publique, y compris dans la justice. On a d'ailleurs écouté l'autre jour, au cours d'une émission, une interview, que donnait sur une chaîne concurrente, un ancien magistrat qui indiquait les sollicitations auxquelles les magistrats étaient souvent, dont ils faisaient l'objet. Bien. Donc, c'est une réalité que personne aujourd'hui n'ignore. La question que je pose, c'est, qu'est-ce que là, en l'occurrence, de façon particulière, il y avait d'extraordinaire, d'exceptionnel, pour que toute la machine judiciaire se soulève tout d'un coup et décide qu'il s'agit d'un acte particulièrement abject. Il est abject. Entendons-nous là-dessus, il est abject. Mais s'il est abject là, il est aussi pour ceux qui ont précédé, comme pour ceux qui vont suivre. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'arbitraire. Si vous décidez de condamner, de récompenser tout le monde, celui que vous ne récompensez pas, il aura le droit de se plaindre d'arbitraire. Si vous décidez de sanctionner tout le monde, sinon
celui que vous sanctionnez, parce que vous n'avez pas sanctionné les autres, il aura aussi le droit de se plaindre d'arbitraire. Donc, au nombre de l'ensemble des vexations que je vous ai décrites, quand vous rajoutez une autre qui a un caractère d'arbitraire, on comprend que les avocats ne se soient pas forcément sentis avantagés dans cette situation et aient voulu, alors à ce moment-là, marquer le coup. Et c'est ce qui, malheureusement, a entraîné cette situation que nous pouvons évidemment regretter, mais qui a son explication sociologique, historique, anthropologique, comme je viens de vous l'indiquer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un conflit entre les avocats juges ou avocats magistrats? Parce qu'on a eu l'impression, dans les échanges qu'on pouvait écouter dans des vidéos, qu'il y avait un conflit entre vous. Si oui, c'est lequel? J'ai envie de vous dire que chaque fois que vous avez deux consciences, même de gens qui sont censés s'aimer, dans une maison, dans un couple, le conflit est toujours latent. Le conflit est potentiel. Dès que deux consciences se rencontrent entre elles, même si elles sont orientées vers le même objectif, on ne peut pas éviter un conflit. Et pour ce qui est de l'avocat et du magistrat, il y a forcément un conflit. Le risque de conflit est encore plus grand, puisqu'il y en a un qui va trancher avec le risque qu'il tranche contre les intérêts de l'autre qui défend cet intérêt-là. Donc, qu'il y ait un risque est, j'allais dire en quelque sorte, normal. Il existe dans certains pays, mais malheureusement dans notre pays, pas chez nous, des cellules qui permettent effectivement, j'ai servi autrefois dans un autre système où on avait mis en place une cellule conjointe entre avocats et magistrats, au cours desquels tous ces problèmes potentiels et réels étaient débattus chaque semaine, chaque vendredi, et on essayait à chaque fois de trouver une solution. Parce qu'on a acté le fait, en vous le disant, ce n'est pas une révélation, on a acté le fait qu'un conflit est normal. On a également fait autre chose, c'était de mettre en place, de la part des avocats, un système d'anciens membres du Conseil de l'Ordre qui étaient en permanence là pour veiller, pour essayer de venir régler les conflits, ce qu'on appelle habituellement dans le jargon les incidents d'audience, qui peuvent intervenir parce que, je vous dis encore une fois, il y en a un qui doit trancher, qui doit prendre parfois une décision brutale, même si elle est une décision prise dans des conditions normales, choque quand même. Voilà, tout à fait, elle peut être heurtée. Donc le conflit, il est potentiel, il est latent, il est normal. Voilà. Donc on aurait dû, en principe, me semble-t-il, arriver à ce genre de solution, mettre en place des cellules au niveau de la cour d'appel, de chaque cour d'appel, où tous les vendredis, ou tous les derniers vendredis de mois, les avocats et les magistrats viennent en quelque sorte faire une certaine forme de catharsis, où ils viennent expliquer l'ensemble des problèmes qui ont été les leurs, et où on essaye effectivement, en gentleman, de trouver des solutions pour essayer d'avancer, parce que nous tous, on a beau dire, la justice, c'est la même maison, mais avec plusieurs dépendances. Les avocats sont dans une, les magistrats sont dans une, les notaires, les huissiers et tout, etc. On concourt tous au même objectif. Donc si on a vraiment envie que ça se fasse en bonne camaraderie, je pense que la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de trouver la façon, vous voyez, j'ai contourné votre question en vous répondant par la solution, qui veut dire en même temps qu'il existe effectivement un conflit. Ce n'est pas un conflit de tous les jours, ce n'est pas un conflit qui est visible, ce n'est pas un conflit qui est voyant, on ne se tape pas dessus. Mais nos inclinaisons ou nos inclinations professionnelles conduisent forcément à ce conflit qui peut être inéluctable, mais qui peut aussi être normal, parce que le conflit est toujours potentiel chaque fois que vous avez des personnes qui doivent se rencontrer. Est-ce que la corruption ne vient pas un peu aussi aggraver ce conflit-là? Parce qu'on écoute souvent les avocats dire « Ah, je ne connais pas ce juge-là, je ne sais pas comment il fonctionne. » Est-ce que là, ça ne veut pas dire qu'il faut déjà quand même mettre de côté la corruption avant de résoudre le problème, le conflit qui devrait être normal entre vous? Mais poser la question, comme vous le faites, c'est déjà un peu y répondre. La notion de corruption ne doit même pas exister. La corruption est non seulement quelque chose de mauvais sociologiquement, on l'étudie en sociologie, il se trouve que moralement et mentalement, elle est aussi mauvaise et que nous sommes censés, nous avocats, et je pense également les hommes de justice que sont les magistrats, nous sommes précisément censés avoir une éthique, un code de déontologie qui doit nous prémunir de la corruption. Quand on parle de corruption, il faut entendre non seulement la corruption passive,
celle qu'on subit quand quelqu'un vient vous donner de l'argent, mais aussi la corruption active. C'est-à-dire que celui qui va donner de l'argent, comme avocat, il est en train de commettre un acte qui est non seulement dangereux pour l'équilibre de la société et du métier dans lequel il est, mais aussi il se trouve qu'il commet un acte amoral, il viole son éthique et son serment. Et il se trouve également que la corruption est punie par le code pénal. C'est une infraction pénale. Donc il faut, quand on parle de problème, considérer que on devrait d'emblée ignorer tout ce qui peut être des problèmes qui ont leur source, ou du moins leur façon d'être réglés dans le code de déontologie des avocats, dans le code des magistrats. Ils ont un code, même si ce n'est pas forcément un code de déontologie, il y a un statut, la magistrature, mais aussi tout ce qui peut être loi. Après, des questions d'humeur, de tempérament ou autre, là peuvent éventuellement être réglées, mais toutes les autres questions, on ne devrait même pas les considérer comme étant un problème parce qu'elles sont réglées déjà par les textes en amont et n'ont absolument rien à faire dans ce genre de débat. Ne devrait rien avoir à faire dans ce genre de débat. Malheureusement, hélas, c'est notre réalité quotidienne, voilà. J'ai envie de dire, donc ces deux avocats devaient être normalement interpellés. Je ne suis pas certain. Bon, supposons, ils sont présumés. Je ne suis pas certain qu'il y ait un seul avocat, même au nombre de ceux que vous avez dans votre esprit, qui se soit opposé sur le fait que ces avocats puissent être amenés à se justifier. Effectivement. Entendons-nous bien. Oui, tout à fait. L'avocat est toujours d'accord pour que son client, en général, puisse avoir à répondre de ce pourquoi il est poursuivi. La chose sur laquelle on peut éventuellement ne pas être d'accord, c'est les conditions dans lesquelles on lui demande d'avoir à en répondre. Donc, a fortiori quand ce client est aussi un confrère, un avocat. Donc, moi, avocat, et je pense tous mes confrères présents aux côtés de ces autres confrères, évidemment, on veut que ces confrères viennent répondre. S'ils ont commis ce fait grave, moi j'aimerais qu'ils en répondent, qu'ils puissent être montrés du doigt et qu'ils puissent être sanctionnés à la mesure de ce qu'ils ont pu entreprendre. D'abord, pour eux-mêmes, ça montre exactement ce qui n'est pas bien. Apparemment, c'est des jeunes confrères. Et puis, deuxièmement, pour le reste du corps, nous avons, nous, démontré que nous nous sommes détachés de comportements qui ne doivent pas être nôtres. Et c'est comme ça que toutes les sociétés progressent. Mais en revanche, tout en répondant, leurs droits doivent être garantis. L'avocat n'est pas au-dessus de la loi, mais j'insiste également pour dire qu'à aucun moment, l'avocat ne doit être au-dessous de la loi. Alors, je relève quand même cette expression-là qui revient chez beaucoup d'avocats rencontrés dans cette situation. Vous relevez toujours des jeunes confrères. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pardonner parce qu'ils sont jeunes ou alors c'est qu'ils ne maîtrisent pas encore bien le métier? Nous faisons partie de sociétés dans lesquelles la jeunesse, culturellement, a une signification. Les enfants, la responsabilité des enfants n'est jamais la même que la responsabilité des adultes. Le même acte, je veux dire, commis par un enfant n'est pas perçu de la même façon que quand il est commis par un adulte. Le code pénal lui-même, qui n'est pas forcément d'inspiration camerouno-camerounaise, a également pris en compte cette réalité qui accorde des circonstances atténuantes à celui qui est nouveau, qui est récent. Il y a une excuse de minorité qu'on accorde nécessairement à celui qui ne savait pas. Donc, je pense que le fait, pour ces confrères, d'être jeunes, leur vaut une excuse qui veut simplement dire que peut-être ont-ils été emportés par le gain facile. Tout à fait, le flux ou un certain nombre de paramètres dont ils auraient pu se prémunir plus facilement s'ils avaient été mis dans des conditions qui peuvent être des conditions financières, des conditions de formation morale, des conditions de formation mentale, des conditions d'éthique et de déontologie. Voilà. Donc, on apprend avec le métier. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que, sinon ce serait d'ailleurs dommage, que 23 ans après, je continue à avoir les mêmes fragilités que j'aurais eues
lorsque je commençais nouvellement mon exercice professionnel. Donc toutes ces choses-là doivent pouvoir entrer en ligne de compte. Il faut évidemment ne pas les banaliser, mais en même temps, il faut pouvoir les juger. Un penseur pénaliste indiquait, Ortolan disait, il faut punir, mais punir pas plus qu'il n'est juste, ni plus qu'il n'est nécessaire. Alors vendredi 13, une session extraordinaire du Conseil de l'Ordre a décidé de l'ouverture d'une enquête déontologique contre les avocats poursuivis. Alors cette décision n'est-elle pas juste pour sauver les meubles dans les faits de corruption? C'est le minimum que le Conseil de l'Ordre puisse faire. Le Conseil de l'Ordre est compétent pour examiner les conditions qui peuvent être en rapport avec la déontologie. C'était important que cette décision puisse être prise parce que je pense que selon l'adage que vous connaissez, le linge sale se lave en famille. Donc il est normal que le bâtonnier, en l'occurrence Madame la bâtonnière, Atangana Bikuna, et les autres membres du Conseil de l'Ordre prennent la mesure de la chose et décident effectivement de marquer la différence, le hiatus qu'il y a entre le comportement qui peut être éventuellement reproché et les exigences de la déontologie. Mais elle a pris la peine de dire en respectant les obligations de la déontologie. C'est-à-dire que, pour l'instant, au stade où nous sommes, nous n'avons encore que des suspicions, des présomptions. Il va donc falloir, au regard du débat qui va se nouer dans le cadre du Conseil de l'Ordre, donc statuant sur la responsabilité disciplinaire déontologique des confrères, leur donner la possibilité de se défendre pour qu'ils puissent s'expliquer. Et ce n'est qu'au terme de ces explications-là qu'alors on retiendra qu'ils sont fautifs ou pas, et selon le cas, d'attribuer une responsabilité ou pas. Je pense que c'est également le cas. La même prudence aurait dû être prise par les autorités de poursuite judiciaire. Étant présumés innocents, ces confrères ne devaient pas être traités comme ils le sont, puisque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la loi prévoit pour tout le monde, avocat ou pas avocat. Mais nous pensons que encore plus avocat. Plus avocat, quand on rattache les avocats à l'ensemble des vexations que je vous ai déjà décrites là, oui, ça prend un autre relief. Voilà. Et on pense que d'autres personnes qui sont souvent prises dans des situations qui sont identiques, eh ben, bénéficient d'un traitement qui est beaucoup plus avantageux. Alors là, pourquoi en l'occurrence, les avocats, sans remettre en cause, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je sais que vous, comme beaucoup d'autres personnes, vous avez toujours tendance à penser que là, il y a un mouvement corporatiste qui essaye de faire en sorte que les avocats fassent tout ce corps pour défendre. À aucun moment, nous disons que les avocats, nos confrères, ne doivent échapper à la justice devant laquelle ils doivent répondre. Mais s'ils doivent en répondre, il faut qu'ils répondent dans les conditions que prévoit la loi. Et la loi leur donne la possibilité aujourd'hui de pouvoir répondre de ces faits sans être placés forcément en détention. La détention, en l'occurrence, constitue une marque, à mon avis, de défiance, d'humiliation qui est parfaitement inutile dans ce contexte. Donc, si le Conseil de l'Ordre a pris cette mesure-là, cette mesure des choses, en étant prudent, on aurait aimé que la justice eût, elle aussi, dans son œuvre, la même prudence et ne considère pas d'emblée ses confrères comme étant déjà coupables et les condamne avec ces mesures de vexation que nous trouvons parfaitement inutiles. Dans la suite des événements, il y a 2 avocats qui sont gardés à vue depuis hier. Ceux-ci seraient interpellés également pour outrage à magistrat, destruction et autres troubles de service. Alors, est-ce qu'on va vers notre mouvement des avocats? Je voulais d'abord terminer peut-être sur la question de la déontologie, de la disposition, le communiqué pris par le Conseil de l'Ordre, pour indiquer que, moyennant quoi, je suis solidaire du Conseil de l'Ordre. Je sais que c'est toujours très délicat de parler de la décision qui a été prise par le Conseil de l'Ordre quand on est avocat, parce que ça donne l'impression de s'en désolidariser et donc forcément de fragiliser le corps dans son ensemble. Mais je crois qu'il faudrait aussi que le Conseil de l'Ordre comprenne que la situation dans laquelle nous sommes est une situation exceptionnelle. La maison barreau du Cameroun tangue depuis longtemps. Certainement d'un certain nombre de faits, de comportements qui sont endogènes à l'intérieur du corps
Mais aujourd'hui, cette maison tangue aussi beaucoup parce que les secousses viennent beaucoup de l'extérieur. Oui, de l'extérieur. Et donc, il faut que le Conseil de l'ordre, je suis d'accord qu'on ouvre une enquête déontologique, mais cette enquête déontologique va concerner que les confrères. Les assauts dont on fait l'objet de la part des autres, qu'on les appelle policiers, gendarmes, autorités politiques ou autorités judiciaires, doivent aussi nous interpeller. Et il faudrait que les mesures que le Conseil de l'ordre prend soient à la mesure des assauts dont on fait l'objet. Et je ne suis pas certain que de simples communiqués, des petits actes de gentleman puissent être la réponse appropriée à ce que nous subissons aujourd'hui malheureusement. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir donc les réponses que Moi, je pense que aux multiples attaques que... Nous avons été de façon progressive. Il y a eu des interpellations qui ont été faites de la part des autorités, ordinales de l'ordre, vis-à-vis notamment du ministère de la Justice, puisque c'est lui qui a à la fois sous sa responsabilité les autorités judiciaires, aussi un peu, qu'on le veuille ou pas, les autorités de police judiciaire, puisque les autorités de police judiciaire sont placées sous l'autorité du procureur de la République, qui lui-même est placé sous l'autorité du ministère de la Justice, du garde des Sceaux, mais il a aussi sous sa responsabilité les autorités pénitentiaires, qui sont aussi souvent l'un des facteurs de conflit avec les avocats lorsqu'on a envie d'aller voir les clients qui sont placés en détention. Donc, à partir du moment où cela a été fait, qu'un certain nombre d'échanges ont été réalisés, mais que les choses ne changent toujours pas, je pense qu'il faut passer à l'échelle au-dessus. Et l'échelle au-dessus vise, de mon point de vue, à les interpeller de façon à obtenir d'abord qu'ils se désolidarisent des actes qui ont été entrepris. Et cette désolidarisation, de mon point de vue, ne peut passer que par, la mise à l'écart des autorités qui ont été montrées du doigt, et deuxièmement, leurs sanctions disciplinaires. Ce sont des faits qui sont anormaux, qui violent la loi et qui portent atteinte à l'intégrité d'un corps. Donc, si vous avez envie de démontrer que vous n'êtes pas solidaire de cela, la seule façon de faire, c'est de sanctionner les brebis galeuses à l'intérieur de vos corps. Sinon, alors dans ce cas, je suis désolé, moi je suis plutôt un pacifique, mais je pense qu'il va falloir aller au bras de fer à un moment donné, qui consiste tout simplement à faire ce qui relève de notre mission, c'est-à-dire décider que si nous ne sommes plus en mesure de donner notre office, notre ministère, pour la défense des justiciables, alors dans ce cas, on cesse de continuer à contribuer à cette mascarade, parce que sinon nous-mêmes nous sommes complices de cette mascarade, et je vous le dis en pesant mes mots. Très bien. Alors, on va poursuivre. Je voudrais soulever donc un autre aspect après la garde à vue de ces deux avocats. Dites-nous, à quel moment est-ce qu'on doit parler de garde à vue et sur quelle base on fixe les nombres d'heures, le nombre d'heures? La garde à vue est prévue par le législateur. Elle est donc comprise dans le texte qui prévoit la procédure pénale. La garde à vue en général, c'est la mesure de privation de liberté qui est prise par un officier de police judiciaire, d'abord à son initiative, mais ensuite sous le contrôle du parquet, c'est-à-dire du procureur de la République, lorsque un certain nombre d'indices graves et concordants donnent à penser que une personne doit être considérée comme étant suspecte d'avoir commis une infraction. L'OPJ qui l'interroge ou qui l'interpelle éventuellement, si on le prend la main dans le sac, a la possibilité de le placer en garde à vue. Sauf que la loi prévoit un certain nombre de gardes à vue. Il y a d'abord la garde à vue qui concerne le contrôle d'identité. Le législateur l'a enfermé dans un cadre bien précis, c'est 24 heures. Et puis il y a la garde à vue ordinaire, lorsque une personne a commis une infraction qui est de 48 heures, mais qu'on peut renouveler 3 fois au moins, de sorte que la durée maximale, la durée normale de la garde à vue de 48 heures peut être prolongée jusqu'à ce qu'elle puisse pas dépasser le délai maximum de 8 jours. Bien, ça c'est le délai normal, la garde à vue telle qu'elle est prévue aux articles, je ne sais plus de mémoire, ça doit être 116 et suivant du Code de procédure pénale. Maintenant, à l'intérieur de ce délai-là, le législateur prévoit également un certain nombre d'autres conditions qui malheureusement ne sont pas toujours respectées. C'est le lieu de la garde à vue d'abord. La garde à vue ne peut s'exercer que
à l'intérieur d'un commissariat ou d'un poste de gendarmerie, jamais en delà, jamais en prison, voilà. Ensuite, la garde à vue, pendant la garde à vue, la personne doit être soumise à des conditions qui, garantissent sa dignité, sa sécurité, doit pouvoir également avoir un certain nombre de droits, le droit de garder le silence, le droit de voir un médecin si c'est nécessaire, et surtout le droit d'avoir accès à son avocat. Son avocat. Voilà. Et quand la durée maximale de la garde à vue est atteinte, soit la personne est remise en liberté, soit éventuellement, si elle doit continuer à faire l'objet d'un maintien en privation de liberté, ce maintien ne peut se faire que sous un autre régime, la détention provisoire qui, elle, est encore un autre pan de la procédure pénale. Il faut que les conditions soient réunies, et notamment l'autorité qui doit ordonner cette mesure-là, qui est toujours le juge d'instruction. Alors, comment ça se passe la garde à vue? Je prends un exemple. Si une personne est interpellée vendredi, elle a une garde à vue de 48 heures. Comment est-ce que ça se passe? Vendredi, elle rentre d'abord chez elle ou alors non, elle attend lundi et... Pas du tout. Normalement, quand elle fait les 48 heures, si elle est placée en garde à vue vendredi, l'officier de police judiciaire va certainement la prolonger d'une durée mécanique de 48 heures pour au moins respecter la loi, afin que le lundi, le procureur de la République, reprenant son office, puisse être présent pour trancher, alors que la personne est encore dans le cadre légal prévu. Je vous ai dit la durée maximale, c'est 96 heures. La seule chose qu'il faut faire, c'est que, avant l'expiration du délai de 48 heures, qu'il puisse y avoir une prorogation par le procureur de la République à la demande de l'OPJ, s'il estime qu'il y a encore des investigations à accomplir. Mais évidemment, il ne faudrait pas que la garde à vue soit un moyen dévoyé de faire pression sur la personne, comme ça se fait souvent malheureusement, où la personne est interpellée un vendredi justement, comme vous le dites, parce qu'on sait que le jeudi ou le vendredi, il va y avoir les 2 jours qui vont nécessairement déboucher sur le week-end, et que pendant le week-end, il n'y aura personne pour pouvoir y veiller. Dans les pays où les gens ont le souci, la préoccupation des droits de l'homme, il y a toujours un service de permanence du parquet, qui doit donc à tout moment, quel que soit le jour, férié ou pas férié, que ce soit les dimanches ou autres, quelle que soit l'heure, être en mesure d'être informé par les différents postes de garde à vue, et c'est donc lui qui décide ou de la remise en liberté ou de la prorogation de la garde à vue en fonction de ce que la loi a prévu et de la situation devant laquelle il se trouve confronté. Je n'ai pas envie de dire qu'ici, chez nous, ce n'est pas appliqué. Ici, il n'y a pas déjà de parquet de permanence, ça n'existe pas. Et puis chez nous, malheureusement, je crains que le personnel, la chaîne pénale n'est pas encore véritablement intégrée, ne soit pas totalement imprégnée de la philosophie des droits de l'homme. Et donc, par conséquent, on est encore à la marge, on joue encore avec un certain nombre de choses, de paramètres qui sont pourtant des paramètres protecteurs, ce qui est dommage parce que le Cameroun a adhéré à des instruments internationaux qui devraient être des paradigmes, des éléments à partir desquels il est obligé de calquer non seulement sa loi, mais aussi les comportements des acteurs qui interviennent sous peine de sanctions. Mais comme vous pouvez le voir, ces sanctions ne sont pas appliquées. L'effectivité réelle sur le terrain, elle reste encore largement à faire. Alors parlons à présent de la garde à vue administrative. Que dit la loi sur le sujet? Alors la garde à vue administrative obéit, on n'est plus dans le droit commun. La garde à vue, si je devais faire une césure, la garde à vue droit commun, déjà, vous avez vu, elle se subdivise en garde à vue 24 heures pour le contrôle d'identité, 48 heures pour le reste, susceptible d'être prolongé 3 fois pour une durée qui ne doit pas dépasser les 8 jours. Mais à côté de ça, c'est pour les infractions de droit commun, le vol, les coups et blessures, voilà, etc. Maintenant, pour le reste, pour ce qui relève de l'ordre public, du maintien de l'ordre public, là, effectivement, on rentre dans le cadre de la garde à vue administrative qui peut être prononcée soit par le préfet, soit éventuellement par le gouverneur. Et là, ce sont des gardes à vue de 15 jours, susceptibles d'être renouvelés. Voilà. Malheureusement, une loi plus récente encore, qui est la loi de 2014, sur la répression du terrorisme, a également prévu une garde à vue de 15 jours, qui peut elle aussi être renouvelée
à l'infini, ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprends que votre question demande une clarification parce que le grand public n'y comprend plus rien. Il y a aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, appeler un chat, une certaine forme de tricherie. Lorsque l'infraction le permet, l'autorité administrative prend d'abord toujours une forme de garde à vue administrative parce qu'elle est plus confortable. Elle leur donne un délai qui est plus large pour la privation de liberté de la personne impliquée, en guise de brimade. Et tout le monde sait très bien que, en réalité, il s'agit d'une infraction qui a un caractère d'infraction de droit commun. Mais comme ça les arrange de l'habiller, de la maquiller. Il y a des règlements de compte. Je ne sais pas si c'est sous forme de règlement de compte, mais là-dedans, il donne un habillage pseudo-juridique en lui donnant le nom de garde à vue administrative parce que l'infraction est qualifiée, orientée vers le domaine de garde à vue administrative puisqu'elle est plus confortable. Elle peut être prise par l'autorité administrative sans avoir besoin de respecter forcément les exigences que je vous ai indiquées, la réunion d'indices concomitants, concordants qui finissent par... voilà. Donc, ils prennent un habillage qui est en fait une grosse camisole de force, garde à vue administrative, et ils vous privent de liberté. Et au terme de tout ce délai-là, qui peut être d'1 mois, lorsqu'on est dans les gardes à vue administratives de la loi de 1990, ou alors même de façon indéfinie, les Ayouk Tabé ont fait près de 7 ou 8 mois de garde à vue, puisqu'ils étaient poursuivis au titre du terrorisme, 15 jours renouvelables voilà, à l'infini, sans aucune limitation, et ben, l'autorité est relativement confortable. Lorsqu'elle voudra, dans son pouvoir souverain, prétorien, c'est-à-dire arbitraire, décider de mettre un terme à cette garde à vue, alors elle convertira ça en catimini, en infraction de droit commun, et la personne sortira donc du champ de la garde à vue administrative pour entrer donc finalement dans le champ des juridictions de l'ordre judiciaire, alors que la garde à vue a commencé au départ sous un régime qui ne lui permettait pas d'avoir ses droits, dont notamment la durée, elle, encadrait la garde à vue de droit commun. Alors dites-nous, maître, garde à vue, détention provisoire, détention administrative, similitudes, différences, c'est... Tout cela n'a de conséquences pour celui qui les subit qu'au niveau de sa liberté d'aller et de venir. La garde à vue, qu'elle soit administrative ou de droit commun, a pour conséquence, comme je vous l'ai indiqué dans ma définition tout à l'heure, de priver la personne, tout à fait, de son droit d'aller et de venir. Sauf que cette garde à vue ne diffère que par l'autorité qui les prend, d'une part, et par les raisons pour lesquelles on les prend. Et il se trouve que elles vont aussi avoir une incidence sur la durée de la garde à vue. Donc je reprends, garde à vue de droit commun. Il y en a 2. La garde à vue pour le contrôle d'identité 24 heures. La garde à vue de droit commun également pour les infractions normales ordinaires 48 heures, susceptible d'être prolongée jusqu'à ne pas dépasser une durée de 8 jours. Et vous avez à côté de ça donc la garde à vue administrative qui est prévue par le code, par la loi de 1990 sur le maintien de l'ordre, qui peut être prononcée par le préfet ou par le gouverneur. C'est 15 jours susceptibles d'être renouvelés. La loi ne nous dit pas combien de fois, en tout cas je crois pour le gouverneur. Et ensuite la garde à vue qu'on peut ordonner dans le cadre des infractions à caractère terroriste, qui est de 15 jours également renouvelable, sans que la loi ne dise combien de fois elle peut être renouvelée. Et je vous dis, elle peut aller jusque dans des conditions qui peuvent être, c'est le cas par exemple pour les présumés sécessionnistes qu'on a interpellés, rapatriés, interpellés au Nigeria et rapatriés au Cameroun, qui ont fait, au titre de la garde à vue, l'équivalent d'à peu près 8 mois. Donc tout ça se confond, finit par se confondre malheureusement dans l'esprit du citoyen lambda, parce que le législateur, qui a pourtant pris le soin de bien les réglementer, n'a pas empêché celui qui les met en œuvre, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, de faire des confusions dedans, et finalement, le grand public finit par s'y perdre. Puisqu'on parle de privation de liberté, maître, être assigné à résidence surveillée est une forme de détention? Bien sûr, être assigné à résidence n'a cette particularité que
parce que l'assignation en résidence ne se fait ni dans un lieu qui ne dépend pas de l'administration pénitentiaire, comme c'est le cas pour un commissariat ou un poste de gendarmerie, ni dans un lieu qui dépend de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire une prison principale ou prison centrale ou prison secondaire. Là, la personne est maintenue chez elle, elle est juste empêchée de sortir, d'aller et de venir. Je ne suis pas certain que l'assignation en résidence a été spécifiquement réglementée. Malheureusement, l'actualité nous met cette chose-là en avant aujourd'hui, puisque vous savez qu'un leader politique est aujourd'hui, professeur Maurice Kamto, est aujourd'hui privé de liberté depuis presque bientôt plus d'un mois et demi. 22 septembre. Tout à fait. Bientôt 2 mois, sans que personne ne sache quel est le régime. Je ne sais pas si même il n'a jamais été notifié de quoi que ce soit. On est dans une sorte d'objet juridique non identifié, une sorte de zone grise du droit, où on ne sait pas si c'est blanc ou si c'est noir. Et évidemment, on est tous là, dans cette situation-là. C'est une privation de liberté, qui est évidemment une privation de liberté anormale, à partir du moment où elle n'est pas réglementée. Et si réglementée, elle n'obéit pas au canevas qui a été prévu par le législateur, elle est anormale et irrégulière. Et malheureusement, elle est tolérée par nous tous. Nos consciences ont fini par s'y habituer dans des situations qui sont anormales. Alors la liberté, c'est le principe, la privation d'exception. Sur le terrain, est-ce qu'il y a des dispositions textuelles, ou alors sur le terrain, est-ce que des dispositions textuelles sont appliquées? Sinon, qu'est-ce qui fait problème? Alors, ça a toujours été le cas en général. La liberté a toujours été considérée comme étant... La liberté est aux côtés de la vie, la chose que le législateur considère comme étant la plus importante, consubstantiellement aux droits de la personne humaine. Bien. Donc, par conséquent, cette conception philosophique a été édictée comme telle par les textes supranationaux auxquels le Cameroun a adhéré. Et le Cameroun aurait pu se contenter de cela. Le législateur camerounais, en 2005, quand il fait son code, a cru devoir l'écrire blanc sur noir alors qu'il n'y était pas tenu. Il dit pour moi, désormais, à partir de maintenant, je considère que toute personne qui ne nécessite pas d'être privée de sa liberté doit pouvoir être laissée libre. La liberté est quelque chose de fondamental. Ça va être le principe pour tout le monde. Il faut seulement que, pour qu'on puisse ordonner une mesure de restriction ou de privation de ses droits, que cette personne-là que cette mesure-là puisse être strictement nécessaire à l'exécution de la procédure pénale. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez pu constater que ces éléments ne sont pas respectés par les autorités judiciaires. Vous venez de me parler abondamment du cas des confrères. On en parle aujourd'hui parce que c'est eux qui sont dans l'actualité. Beaucoup d'autres personnes sont malheureusement, habituellement, dans la même situation. Elles ont un domicile connu, elles ont un travail connu, elles ont une vie de famille, elles peuvent avoir des garants, elles peuvent offrir une caution, comme la loi camerounaise elle-même encore le prévoit pour renforcer l'exigence de la liberté. Malheureusement, à tour de bras, les juges continuent à envoyer des gens en prison, malgré la surcharge carcérale que tout le monde dénonce de façon hypocrite. On continue à renvoyer des gens en prison, alors qu'il était possible d'organiser les choses autrement, en leur maintenant leur liberté, qui ne les empêche pas de venir se représenter en justice pour répondre des faits qui peuvent éventuellement avoir été retenus contre elles, ces personnes. Donc, pour répondre à votre question de façon simple, ce que dit la loi est malheureusement foulé aux pieds par ceux qui sont précisément chargés de l'appliquer, avec ces circonstances aggravantes que ce sont ces mêmes personnes qui ont suscité cette loi alors qu'elles n'étaient pas obligées de le dire avec autant de clarté. Alors, selon vous, pourquoi les peines alternatives ne sont pas appliquées? Je crois qu'il faudrait poser la question à ceux qui sont chargés de les appliquer. Moi, j'observe simplement que, encore une fois, on est un peu dans une sorte de marché de dupes, parce que le législateur camerounais, jusque-là, avait fonctionné, quand je dis jusque-là, jusqu'à il y a 4 ans seulement, jusqu'en 2016. C'était hier, récemment, sans les peines alternatives. Lorsque on a décidé de mettre en place les peines alternatives,
personne, vous n'avez vu aucune manifestation de rue, aucune exigence particulière, aucune bataille dans un tribunal ou ailleurs où les gens demandent à tout prix des peines alternatives. Le législateur lui-même décide que, pour lui, à partir de maintenant, il va mettre en place un dispositif nouveau qu'il va créer, c'est les peines alternatives. C'est le but de la loi du 12 juillet 2016 qui a institué le nouveau code pénal. Sauf que le législateur a pris la peine d'indiquer également que, avant que cette loi ne devienne effective, si vous voulez, opérationnelle, il faut qu'il y ait un texte d'application. Il faut donc un décret d'application. Lequel décret est attendu depuis le lendemain de la promulgation de la loi, c'est-à-dire depuis 4 ans et demi aujourd'hui. On attend encore ce texte pour nous permettre de savoir à quoi, comment on va pouvoir implémenter effectivement les peines alternatives. Je voulais juste vous apporter une dernière précision qui est que même lorsque ce texte va entrer en application, nous ne l'aurons pas. Il ne va pas révolutionner les choses. Pour pouvoir vous le dire, je m'appuie sur l'évolution que la loi sur les peines alternatives a elle-même subie. Il y a eu 2 ministres qui ont eu l'occasion de plancher sur la question des peines alternatives. Auparavant, le ministre Amadou Ali a, lui, prévu les peines alternatives de façon ouverte et n'a pas limité la peine maximale à partir de laquelle on pouvait bénéficier de peines alternatives. La peine alternative, pour faire simple, pour que vos téléspectateurs comprennent, c'est une personne qui encourt une peine de prison ne va pas aller en prison parce qu'on va lui proposer autre chose qui peut être soit une peine de jour amende, il devra payer une amende, soit alors, on appelle ça ici plutôt une amende réparation, soit alors il va effectuer ce qu'on appelle un travail d'intérêt général, qui viendra donc se substituer à la peine d'incarcération, de privation de liberté qu'il aurait effectuée à Newbel, à Konengi ou ailleurs. C'est ça la peine alternative. Or, pour pouvoir faire cette peine-là, le législateur avait 2 possibilités. Soit il dit, je laisse toute liberté au juge de choisir, je ne le bride pas, je ne bride pas sa liberté. Donc, quel que soit le type d'infraction, que ce soit les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens, les atteintes à l'État ou autres, que la peine encourue soit de quelques jours de prison, des mois ou plusieurs années, je laisse le soin au juge d'aménager selon ce que lui comprendra. On appelle ça la personnalisation de la peine. Ou deuxième possibilité, je décide d'enfermer toutes les législations. Je voudrais dire là-dessus pour qu'on puisse entendre, même en France, qui est considérée comme étant une démocratie, la France a encadré elle aussi. Elle a fixé un cadre, une limitation, je ne me souviens plus aujourd'hui du maximum, ça doit peut-être 5 ou 7 ans, je ne sais plus, mais un seuil assez grand. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle dit, si le juge ne peut vous proposer une peine alternative qu'à condition que la peine que vous encourez ne dépasse pas 4 ans, 5 ans, 7 ans. Bien. Le législateur camerounais, sous la nouvelle lecture du code, après Amadou Ali, lui a décidé que ça va être, la peine maximale ne doit pas dépasser, je ne sais plus, c'est 2 ans d'emprisonnement. Bien. Je ne sais pas combien d'infractions, vous, si vous avez lu un peu le code pénal, vous font encourir des peines de 2 ans. Pour prendre les infractions les plus courantes, le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, quand ce sont des infractions simples, elles vous font encourir la peine de 3 ans d'emprisonnement. Ce qui veut donc dire que les infractions les plus couramment rencontrées donc personne n'aura droit à ne peuvent pas déjà vous donner la possibilité de bénéficier, de prétendre à la peine alternative. Donc vous voyez qu'il reste très très peu d'infractions qui vont tomber, même lorsqu'il va y avoir un texte d'application, ça ne risque pas de désengorger. Ça ne va pas sortir de l'auberge. Voilà, tout à fait. Alors, dans le communiqué du barreau, il y a également un fait qui est relevé, le relais des images sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que on doit comprendre que ceux qui ont filmé pourraient être poursuivis? Ici, je rappelle que nombreux étaient des avocats. Oui, leur qualité n'a pas d'influence sur la qualité de l'auteur est peut-être à certains moments une circonstance aggravante. Mais elle est rarement, ça arrive souvent pour certaines infractions, elle est rarement l'une des composantes de l'infraction.
je vais vous dire que ce que je voulais dire, c'est que si c'était une infraction, ce ne serait pas une infraction parce que ce sont des avocats. Ça aurait pu éventuellement être considéré. Ce n'est pas une moins infraction. Voilà, ce n'est pas une plus infraction, ce n'est pas une moins infraction, mais là, en l'occurrence, il se trouve que ce n'est même pas une infraction. Les infractions qui se commettent par le biais de réseaux sociaux, qui sont un phénomène moderne, que malheureusement le législateur n'a pas encore eu l'occasion d'apprivoiser, d'appréhender pour légiférer dedans, ce comportement-là ne rentre pas dans les éléments constitutifs de l'infraction. Il peut éventuellement l'être si le comportement peut tomber sous le coup d'une infraction de droit commun. Je vous prends un exemple. Vous faites une diffamation où vous transmettez les images dégradantes d'une personne en utilisant un réseau social. À ce moment-là, effectivement, vous tombez sous le coup de la loi pénale qui réprime ce comportement-là. Mais l'utilisation du réseau social mérite encore d'être utilisée, d'être prise en compte de façon spécifique par le législateur pour que le type particulier d'infraction qui ne peut être commise que par ce biais-là puisse effectivement intégrer. C'est le but de la loi que de pouvoir s'adapter à l'évolution de la société. Et ça, c'est une évolution qui a ses côtés positifs, mais qui malheureusement a aussi ses côtés pervers. Et le législateur ferait mieux de les intégrer rapidement pour qu'ils puissent aussi être... En l'occurrence, pour le cas particulier que vous évoquez, il n'y a pas eu un comportement qui puisse tomber éventuellement sous le coup d'une infraction pénale. Il s'agit de gens qui ont filmé un comportement, une attitude, qu'ils ont mis sur la place publique. Rien n'empêche de filmer, rien n'empêche de diffuser des images dont on est témoin. Donc, vous pouvez d'ailleurs voir que même parfois dans d'autres démocraties qui sont évoluées, où vous avez la justice, beaucoup de comportements aux États-Unis, le policier qui est aujourd'hui aux arrêts pour avoir tué un noir américain, ce sont les réseaux sociaux qui ont permis de le mettre en avant. En France également, les réseaux sociaux permettent de découvrir des comportements qui sont anormaux. Donc là, en l'occurrence, les avocats ont utilisé un moyen qui était à leur disposition pour permettre au grand public. Ce moyen-là ne tombe pas sous le coup de la loi pénale en temps normal. Donc capté par le réseau social, il ne tombera pas davantage sous le coup de la loi pénale. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'y a pas encore de disposition légale pour certains faits, pour encadrer certains actes sur les réseaux sociaux? Je veux bien préciser, par exemple, les partages de photos, de documents, souvent faux ou souvent portant le sceau confidentiel. Vous avez dit vous-même, s'ils portent la notion de faux, s'ils appellent, par exemple, je vous prends un exemple d'infraction la plus courante, le fait d'appeler à la révolution, à la révolte, ou au terrorisme, ou au meurtre d'autrui, tombe déjà sous le coup de la loi pénale. Donc là, le réseau social va être ou l'amplificateur, ou le média par le biais duquel vous aurez réalisé cette infraction qui tombe déjà sous le coup de la loi pénale. Mais si un comportement n'est pas infractionnel au départ, le moyen que vous utilisez ne peut pas être lui-même infractionnel. Donc ce n'est pas le réseau social qui est l'infraction ou qui est l'élément de commission d'infraction, c'est le comportement à la base, puni par la loi, qui est amplifié par le réseau social, qui est le moyen par lequel vous avez essayé de réaliser cette infraction-là. Et là, dans ce cas, effectivement, si vous faites appel au terrorisme, appel à la révolution, appel à d'autres comportements, au meurtre, à la diffamation par le biais des réseaux sociaux, vous serez puni pour ces infractions-là, mais le moyen que vous avez utilisé, ce sera le réseau social-là. D'accord. Toujours parlant des réseaux sociaux, vraiment, il y a un point qui m'intéresse, la vindicte populaire. On voit très souvent, lorsqu'on est en train de lyncher, par exemple, un présumé voleur, il y en a qui filment. Alors, que dit la loi sur celui qui est filmé et le photographe de circonstance? Si le réseau social a été à l'origine de ce comportement, la vindicte, la personne qui a fait l'appel et diffusé. Parce qu'on oublie souvent, si vous êtes dans des groupes, que vous êtes administrateur, la loi dit que l'administrateur est susceptible d'être poursuivi comme l'auteur lui-même. L'administrateur est responsable du groupe dans lequel l'infraction a été commise. J'insiste beaucoup là-dessus parce que parfois vos téléspectateurs ne le savent pas. Autant les autres membres n'ont aucune responsabilité, autant l'auteur
et l'administrateur ou les administrateurs du réseau social vont être poursuivis à ce titre-là. Donc, si c'est eux qui ont été à l'origine de l'infraction, dans les conditions que je vous ai indiquées, est une infraction prévue par un texte. Le réseau social qui a été le biais, le médium par lequel le comportement a pu être réalisé, va évidemment permettre la répression. Maintenant, si vous avez simplement filmé, le fait de filmer pour pouvoir mettre à la disposition du public un comportement, une attitude qui est mauvaise, ce n'est pas punissable au départ, donc l'utilisation du réseau social ne sera pas punissable. Sauf que, si les images que vous avez diffusées peuvent être des images susceptibles d'être dégradantes, présentant la personne sous une forme qui n'est pas avantageuse, où il y a éventuellement une atteinte à sa dignité, à la dignité humaine, là évidemment c'est prévu par le texte de récrimination, et dans ce cas le réseau social aura été l'élément d'amplification et vous êtes susceptible d'être puni. Alors, hors des réseaux sociaux, est-ce qu'un individu peut annuler une procédure? Je m'explique. Récemment, Samuel Eto'o-Fils, le footballeur, a fait un accident dans une localité non loin de Douala. Un des chauffeurs incriminés, a pris la fuite, a été rattrapé, mais le footballeur est venu demander à ce que celui-ci soit libéré. Est-ce que le droit le permet? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je n'ai pas connaissance, c'est toujours difficile d'expliquer une situation générale à partir d'un cas particulier, surtout malheureusement au Cameroun, où il y a beaucoup d'interférences qui peuvent être des interférences d'influence, des interférences d'argent, des interférences d'appartenance à telle ou telle obédience politique ou autre, etc. Bref, toutes ces influences qui viennent malheureusement polluer souvent le rendu de la justice, sa compréhension et son explicitation éventuellement pour le grand public. Donc j'aurais un peu de mal de ce côté-là. Je vais donc me contenter de vous indiquer les grandes lignes, ce que prévoit le droit. Le droit prévoit à toutes étapes de la procédure qu'il soit possible que la personne ait un recours. Je m'explique. Si vous interpellez une personne à qui vous avez porté une atteinte, l'atteinte dont je vous ai parlé qui est souvent la plus grave, c'est ou la saisie éventuelle d'un bien ou éventuellement sa privation de liberté. La personne a la possibilité de saisir un magistrat dans le cadre d'une procédure qu'on appelle l'habeas corpus, qui est une procédure extrêmement simplifiée. Le magistrat qui est compétent, la juridiction compétente, c'est un seul juge, c'est le président du tribunal de grande instance du lieu où la personne est séquestrée. Vous lui faites une lettre en lui disant « Monsieur le Président, je fais l'objet d'une procédure que je considère comme étant anormale, illégale, irrégulière. Elle est irrégulière parce que, etc. » Vous lui expliquez. Le lendemain, il vous convoque, il examine et il a la possibilité de vous dire « Non, moi je considère qu'elle n'est pas régulière, donc vous restez en prison, vous pouvez faire appel. » Ou il vous dit là, sur place, sur le siège, je considère effectivement, à partir des éléments que vous m'avez communiqués, qu'il y a eu violation de vos droits, la procédure est irrégulière, je l'annule, il est parfaitement dans son droit. Donc, si vous ne connaissez pas le parcours, les actes qui ont pu être réalisés, vous pouvez éventuellement commettre une faute, une erreur, et en vous disant simplement « Oh, c'était Samuel Eto'o, et donc peut-être qu'il y a eu des tripatouillages à l'intérieur, un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas. » Mais quand on ne sait pas, comme c'est le cas pour moi, il vaut mieux être prudent. Bon, mais la loi prévoit... Samuel Eto'o, est-ce qu'un individu peut faire arrêter une procédure? Même si ce n'est pas, à partir des éléments que je viens de vous décrire, même si ce n'est pas Samuel Eto'o, même si ce n'est pas un ministre, même si ce n'est pas une personne d'influence, même si ce n'est pas une personne d'argent, elle a la possibilité, nous le faisons au quotidien, une personne lambda, non connue, a la possibilité d'obtenir une remise en liberté lorsque le juge de la liberté, en l'occurrence le juge de l'habeas corpus, estime que sa détention est irrégulière. C'est prévu par le Code des articles 584 et suivant du Code de procédure pénale. Est-ce qu'il y a quand même eu délit de fuite? Est-ce que le procureur ne peut pas se saisir de l'affaire? Bien sûr, mais le procureur a ce qu'on appelle l'opportunité. Alors si c'est au niveau du procureur, c'est encore plus facile. Le procureur du Cameroun, comme le procureur des autres pays, même grands pays modernes, a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, qu'il ne faut pas confondre avec l'arbitraire. Malheureusement, chez nous, c'est souvent beaucoup l'arbitraire. L'opportunité des poursuites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même dans une situation où le juge, le procureur estime que une infraction a été commise,
Si pour lui, il n'a pas envie de poursuivre, parce qu'il est le détenteur de l'action publique, pour des raisons que personne, qui n'a même pas obligé de justifier, mais qui tiennent souvent de la paix sociale, ou etc., il a l'opportunité, il dit, je ne poursuis pas, personne ne peut lui dire que, monsieur le procureur, vous auriez dû poursuivre. D'accord. C'est sa prérogative exceptionnelle. Voilà. On peut s'en plaindre lorsqu'on est du mauvais côté, on peut s'en réjouir quand on est du bon côté, mais il se trouve que c'est la prérogative du procureur qu'on peut contourner en faisant une autre procédure, notamment une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile quand on est la victime. Mais là, en l'occurrence, le procureur de la République, c'est le maître de l'action publique. Il décide de ne pas poursuivre s'il estime qu'il n'a pas envie de poursuivre. De la même façon, s'il décide de poursuivre, il va choisir la façon dont il va poursuivre. Est-ce qu'il va poursuivre en vous faisant passer directement par citation directe devant le tribunal ou en saisissant le tribunal toujours par la procédure de flagrant délit ou éventuellement en saisissant le juge d'instruction en faisant ouvrir une information judiciaire? Ça aussi, ça relève de l'opportunité des poursuites. Bref, il a le champ des possibles qui lui est largement ouvert. Il décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. C'est son droit le plus absolu. Il a l'opportunité des poursuites. Et ça arrive très souvent, même lorsque ce n'est pas forcément des personnes connues. Alors, regarde ces quelques faits. Peut-on conclure que la procédure pénale est biaisée? Est-ce qu'elle n'est pas bien appliquée? Est-ce qu'elle est à améliorer ou il faut la laisser telle qu'elle? Il y a deux lectures qu'on peut avoir. C'est exactement la lecture pessimiste et la lecture négative de, connaissez l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. À moitié vide, oui. Moi, je pars de l'idée que le législateur n'était pas obligé de prendre un code de procédure pénale nouveau. Ce code que nous avons est un instrument phénoménal qui, de mon point de vue, dans sa philosophie, et je le dis d'ailleurs chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, y compris dans l'ouvrage auquel vous avez fait référence tout à l'heure, le législateur n'y était pas tenu. Il a décidé de prendre un code qui est largement protecteur dans son principe des droits de l'homme. Sauf que un code seul, ça ne suffisait pas. Je le dis souvent en employant également une formule, c'est que une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour pouvoir avoir un code protecteur, c'est une chaîne qui va de l'interpellation, les autorités, les agents interpellateurs, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les policiers, en passant par le greffier, en arrivant au procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal et même les agents de l'administration pénitentiaire. Si un seul de ces maillons vient à faire défaut, c'est tout l'édifice qui est susceptible de s'écrouler. Je vous prends maintenant vous-même à témoin. Combien de ces personnes, croyez-vous qu'elles sont investies de l'idée, de la philosophie, de la notion de protection des droits d'autrui? Très peu. Et quand elles le sont, les moyens ont-ils été mis en œuvre? Parce que si vous prenez une mesure aujourd'hui qui est susceptible d'être hypothèse classique, hypothèse d'école, une personne va devant le juge décide que, effectivement, en examinant son cas, elle doit être remise en liberté. Il faut que la personne puisse taper, qu'on puisse taper la décision, parce que le régisseur ne va pas vous libérer simplement parce que vous êtes arrivé, vous avez dit qu'il doit être remis en liberté. Le juge a dit. Il va falloir qu'il ait la décision. Si vous n'avez pas l'électricité pour cela, s'il n'y a pas de papier, ou il manque le tonnerre pour pouvoir imprimer, vous n'allez jamais les avoir. Donc, résultat des courses, la personne qui aurait dû être libérée là sur le champ va attendre encore 4-5 jours pour que la décision puisse être rédigée, qu'on aille la présenter et qu'elle puisse être mise en liberté. Donc, vous avez beaucoup de pesanteurs qui sont parfois petites ou grandes, qui viennent se rajouter au manque au comportement même des agents, des acteurs de la vie, de la chaîne pénale. Et tout ça, quand vous prenez autant de toutes petites choses, ça finit par faire malheureusement de grands dégâts. Donc aujourd'hui, le constat, il est là. Beaucoup de choses restent encore à faire parce que le code, c'était bien. C'est bien déjà qu'on ait cet instrument, qu'on ait cette boîte à outils, mais sa mise en œuvre aurait encore été mieux. Or, pour sa mise en œuvre, c'est toute une chaîne qui va à la fois de la formation des gens, de leur tempérament, de leur comportement, jusqu'aux instruments. Il faut qu'il y ait assez de juges, il faut qu'il y ait assez de greffiers, il faut qu'ils soient équipés, qu'ils aient des machines. Et il faut que la superstructure suive, qu'ils aient des moyens. Si vous devez avoir des greffiers jusqu'à 22, 23 heures, parce que vous avez eu beaucoup de personnes,
que les moyens d'accompagnement, l'argent, les salaires puissent suivre. Or, tout ça, malheureusement, je vous assure que le chemin est encore extrêmement long. Alors, vous êtes également auteur d'un livre intitulé « Procédure pénale et pratique des juridictions camerounaises depuis le Code de janvier 2007 ». Quel est l'objectif recherché par ce... L'objectif recherché, il a été indiqué dans le code, dans l'ouvrage. C'est un objectif modeste, humble. Il se trouve que je suis avocat, donc praticien sur le terrain, qui vit parfois les joies, les bonheurs de la justice, mais qui vit aussi souvent, parfois, malheureusement, les malheurs et les déceptions de la justice. Ça, c'est l'avocat praticien. Et à côté de l'avocat praticien, je suis également enseignant. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais chargé de cours. Beaucoup doit couler sur les ponts depuis. Hein. Je suis passé depuis lors maître de conférence et même aujourd'hui en voie d'avoir le grade de... Donc, vous m'avez rétrogradé aujourd'hui. Ah oui, vous êtes professeur en fait. Je devrais vous mettre à l'amende. Voilà. Pardon. Donc, je suis enseignant, donc théoricien, forcément, un tout petit peu quelque part, puisque l'enseignant est aussi quelque part, qu'on le veuille ou pas, un chercheur. Donc j'ai voulu rencontrer ces deux facettes de la même pièce, pour que les deux puissent se rencontrer. C'est pour ça que dans procédure pénale, vous avez la dimension explicitation du code tel qu'il est prévu, et pratique des juridictions, qui est en réalité la façon dont on traduit sur le terrain concret ce que le législateur a considéré comme devant être le droit idéal. En gros, procédure pénale et pratique, c'est la présentation du droit, la procédure pénale telle qu'elle doit être, et la procédure pénale telle qu'elle l'est en réalité. Donc ce sont ces deux facettes-là que, sans prétention, j'ai essayé de mettre à la disposition du grand public, qu'il soit étudiant, qu'il soit praticien, qu'il soit enseignant ou chercheur, pour que nous ayons un objet à partir duquel on peut se faire une photographie, un instantané de ce que c'est que la procédure pénale aujourd'hui, et que s'il y a des âmes de bonne volonté qui peuvent apporter ou des idées ou des actions pour pouvoir faire évoluer les choses lorsqu'elles sont négatives, ou renforcer celles qui sont positives, qu'on puisse avoir au moins un élément fédérateur de notre réflexion. Alors, quand vous pensez à écrire ce livre, est-ce que c'est parce que vous vous dites que le texte en lui-même, nous ne le comprenons pas bien, ou alors la population ne va pas bien le comprendre? Est-ce que ça veut dire que, bon, avec cet ouvrage, on n'a plus besoin d'acheter le code? Sinon, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Non, on est obligé d'avoir un code, parce que un ouvrage a toujours forcément, je ne vais pas dire une dimension narcissique, une projection de soi, mais il y a nécessairement une interprétation qui est une interprétation personnelle, qui peut être subjective. Je pense que j'ai fait relire cet ouvrage par un avocat, par un magistrat et par un enseignant d'université. Je peux vous dire que les discussions ont été souvent très chaudes avec le magistrat, parce que sur le même texte, nous n'avions pas toujours forcément la même interprétation des choses. Et donc, par conséquent, je pense que c'est un peu comme la Bible, ou éventuellement ceux qui ont un autre livre saint. Je ne veux pas m'avancer de là parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais parler que de la Bible, au moins que je connais. Dans la Bible, il vaut mieux savoir ce que dit déjà l'Écriture, ce que disent les Saintes Écritures, et après les interprétations telles que les pasteurs ou les prêtres les font, vous ne pouvez les avoir qu'à partir du moment où vous savez déjà ce qui est dit foncièrement dans la Bible. Et bien cet ouvrage, il est comme ça. Cet ouvrage est une interprétation par moi, que j'espère évidemment la plus objective possible, mais qui est faite par quelqu'un qui a une culture, une éducation, qui a forcément ses blessures et ses bleus à l'âme d'avocat, qui peuvent peut-être transparaître là-dedans. Donc il vaudrait mieux que, avant de pouvoir, ou tout en ayant le livre sur sa droite, qu'on ait aussi le code à côté pour pouvoir savoir si l'auteur a fait une bonne interprétation. À certains moments, j'ai parfois, au cours des discussions, apporté un éclairage, un jour nouveau que
des confrères, des magistrats n'avaient pas, et à partir duquel ils se sont dit, ah bah tiens, oui, vous nous dites qu'il est possible d'obtenir un flagrant délit dans certains cas où la loi le prévoit. Bah oui, parce qu'on ne savait pas, on pensait avant que le flagrant délit, ça se faisait toujours dans telle ou telle circonstance. Voilà. Donc, le flagrant délit en matière criminelle est possible parce que le code le prévoit, mais encore faut-il qu'une loi vienne le prévoir. Donc, ces choses-là, on ne peut avoir ces discussions-là que parce que, à la lecture de l'ouvrage, on s'est dit, bah oui, tiens, on ne savait pas ça, allons voir ce que prévoit le code. Donc, on a toujours besoin d'avoir le code. Donc, mon ouvrage est sans prétention, il se veut être simplement une contribution à la compréhension du droit et une contribution sans doute à la réflexion générale que tous les acteurs de la justice doivent pouvoir avoir du texte qui est leur instrument principal de travail. Alors, cet ouvrage, il est pour nous, il est juste pour les avocats. Je demande pour nous parce que c'est difficile quand même à comprendre les mots qui sont utilisés. C'est pas facile pour le Camerounais lambda de comprendre. Rendez-moi au moins justice. Ce n'est pas que cet ouvrage qui est difficile à comprendre. Le langage juridique d'une façon globale est ésotérique. Tout comme si vous preniez le Vidal, il sera toujours, et si vous prenez les mémoires ou les thèses des médecins sur tel ou tel aspect, voilà. Moi, on m'a expliqué déjà le Covid ou la Covid, comme on veut plusieurs fois. Déjà, on ne s'entend même pas très bien sur est-ce que c'est le ou la. Voyez, bon, bien. Ici, il faut retenir que c'est un sigle quand même. Je ne sais pas maintenant si les sigles ont des... Donc, c'est pour vous dire que chaque corporation, chaque corps de métier a son type de langage. Donc, je peux comprendre parfaitement, et j'ai même envie de vous dire de façon égoïste que j'espère que le langage des hommes de justice va rester un langage relativement fermé, parce que c'est ça qui permet justement de sauvegarder, j'allais dire l'exclusivité, la spécificité de la profession et du langage. Maintenant, l'ouvrage, c'est voulu être un élément qui sort de notre petit cocon de confort pour essayer de le présenter au grand public. Évidemment, il va de soi que la traduction de ce langage va toujours continuer à comporter des éléments un tout petit peu rebarbatifs et rébutants, parce que quel que soit l'effort que ferait l'auteur pour pouvoir mettre à la disposition du grand public un langage qui est déjà hermétique, il n'y arrivera jamais à 100%. Et je vais vous donner à témoin, vous savez, vous avez un confrère qu'on appelle Radio France Internationale, qui le soir, je crois, à 21h ou 22h, présente un journal en français facile, qui s'appelle le journal en français facile. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce journal en français facile. Moi, je me dis toujours, est-ce qu'on est sûr que il n'est pas aussi facile que ça, ce français. Voilà. Donc, ils font l'effort de le mettre. Ouais. Mais les mots qu'ils continuent à employer sont des mots tels que, je me dis, bah oui, et le brave paysan, voilà, qui lui se dit, voilà, ça va être ça mon journal, c'est là où je vais pouvoir enfin comprendre l'actualité, ce qui a pu se passer dans une journée, et il écoute tous ces mots extrêmement savants. Est-ce que vraiment ça a été un journal en français facile? Voilà, c'est la même chose que je pourrais vous dire pour cet ouvrage-là, qui se veut évidemment une traduction dans des termes relativement simplifiés d'un langage qui est ésotérique. Il essaie d'expliciter, de décomposer, de mettre à nu, de décomposer le mécanisme juridique ou judiciaire, mais je peux comprendre que au final, il puisse encore y avoir des aspects qui restent inaccessibles. Donc, il concerne uniquement les hommes de droit? Pas du tout. Il concerne les étudiants, il concerne le droit, les étudiants d'une façon globale. D'accord. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Voilà. Nul, et quand on dit tout ça... Tout est fait pour que nous ne comprenions pas bien cette loi. Si c'est ça, alors dans ce cas, ce ne sera ni les enseignants, ni ceux qui écrivent, mais ce sont ceux qui font la loi, c'est-à-dire le législateur. D'accord. Étant entendu encore une fois que, même quand on a dit le législateur, ils ne sont pas pour autant coupables. Parce que le législateur, c'est qui? C'est encore nous. Les députés, c'est l'expression de la volonté générale. Oui. Donc ils n'ont fait que traduire ce que nous leur avons demandé d'aller dire pour nous. Même si ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons dit explicitement. C'est l'expression de la volonté générale. La loi, par tout temps, a toujours été extrêmement compliquée. On a beau essayer de la simplifier, de la décomplexer, de la décomplexifier, il n'en demeure pas moins qu'elle reste quand même encore. C'est pour ça qu'il y a un corps de métier
les avocats, et c'est pour ça qu'on a tort de leur taper dessus, parce que beaucoup de procès auraient encombré inutilement les tribunaux, donc auraient rendu la justice pratiquement inaudible, pratiquement invisible, particulièrement imperceptible, s'il n'y avait pas eu déjà en amont, largement en amont du processus. Quand un client, un justiciable, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça, vient me voir, je ne peux pas vous dire le nombre de procès. Si je reçois dans une journée 7 ou 8 personnes et que vous ne retenez que 1 ou 2 dossiers, ça veut dire que c'est 5 dossiers en moins qui ne viendront pas encombrer la machine judiciaire. Donc, le travail qui est fait en amont du processus par l'avocat va être évidemment un travail directement pour le justiciable, parce qu'il en a tiré. Mais quand vous le regardez avec un zoom, vous vous apercevez que c'est finalement toute la chaîne judiciaire qui en aura bénéficié, parce que le juge ne se trouvera pas encombré par ou un dossier inutile, ou un dossier qui, même en étant utile, lui est présenté sous une forme qui ne permet pas de judiciariser le procès, et qui donc forcément pour lui va être beaucoup plus difficile à trancher. Donc par conséquent, l'avocat est un médiateur, c'est un médium. Il mérite vraiment tout le respect de la justice, il mérite tout le respect de la société. C'est l'avocat qui parle. Alors on va parler, arrêtons-nous un peu sur le titre, hein. Procédure pénale et pratique des juridictions camerounaises depuis le code de janvier 2007. Est-ce qu'on doit comprendre qu'avant cette année-là, tout allait bien? On doit comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, il y avait un autre texte qui réglementait la procédure pénale. Et ce texte-là s'appelait le Code d'instruction criminelle, ouais. Que nous avons hérité du colonisateur, et qui avait en plus cet inconvénient qu'il ne s'appliquait que pour le Cameroun oriental. On a donc dû fusionner ce qui était avant le Code d'instruction criminelle et le Criminal Procedure Ordinance, qui lui s'appliquait de l'autre côté, tout à fait, du côté dans le Cameroun occidental. Tout ça donc a été fusionné pour pouvoir donner lieu à ce code unique. Or, ce code, depuis l'ouvrage, il paraît en 2011, il est en voie de réécriture, de mise à jour actuellement, et ça a été une sorte de point d'étape. Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis lors? Peut-on, à ce stade, s'arrêter quelque temps pour faire un bilan, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qu'il faut abandonner, etc. Donc ça a été un peu un point étape, simplement à ce moment-là, tout comme là, en fin 2020, début 2021, on devrait avoir encore une mise à jour, c'est-à-dire un éclairage du même texte, mais sous l'angle, sous la vision de nouveaux textes qui sont intervenus depuis lors. Donc, code de procédure pénale et pratique depuis le code, c'est comment a-t-on, depuis lors, apprivoisé cet instrument nouveau que nous ne connaissions pas encore et qui est venu éclairer la procédure pénale d'un visage nouveau, d'une lumière nouvelle qui n'était pas celle que nous connaissions auparavant. Alors l'exercice ou alors la bonne pratique de la procédure pénale, est-ce qu'elle est fonction du cadre politique, institutionnel et processuel? Tout à fait, tout à fait. Comment? Alors, ce que j'enseigne souvent, c'est que prenez par exemple la charia, qui est un code de procédure pénale. C'est une loi aussi, la charia, qui est appliquée dans les pays qui ont l'islam comme loi, qui fait également charia. On aurait pu se dire que nous, on va appliquer telle ou telle, on va donner à telle ou telle autorité la possibilité de dire le droit. Tout comme dans nos traditions, je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question, comment faisait-on auparavant? Dans nos traditions avant le code, on tuait. Dans nos villages, les gens se tapaient dessus, ils se tuaient. Il y avait des meurtres, des assassinats. Il y avait des vols. Dans les plantations, on allait voler les bananes, les arachides, les maïs, voilà des gens. Il n'y avait pas de juges, de tribunaux qui jugeaient autrefois. Il n'y avait pas de prison. Il y avait une autorité qui avait compétence pour pouvoir trancher. Donc, ce que fait le législateur moderne, c'est qu'il attribue à un certain nombre d'autorités le
le soin, j'ai perdu d'ailleurs de vue votre question, vous me demandiez si... Non, 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 je voudrais savoir si ça dépend du contexte politique. Très bien, voilà. Donc c'est pour vous dire que l'autorité politique qui met en œuvre, qui fait le choix de la politique, se dit, j'ai 1000 possibilités. Je peux donner le soin aux pasteurs d'église, je peux donner le soin aux prêtres, j'aurais pu donner le soin aux imams, j'aurais pu demander par exemple que ce soit les chefs de quartier qui tranchent tel ou tel type de procès pénaux, mais moi je choisis ceci. Donc c'est une orientation qui a forcément une inspiration de la politique ou du politique du moment. Mais dans cet ouvrage-là, le choix politique ne doit pas être considéré comme étant le choix de la politique politicienne. C'est le choix de politique comme pour dire qu'il y avait deux politiques autrefois. Il y avait la politique accusatoire qui pouvait autrefois, c'est-à-dire qu'autrefois, la politique ambiante voulait que le procès pénal soit un procès à la fois oral, qu'il soit public et qu'il soit contradictoire. Ça, c'était le choix de la politique accusatoire. Puis est venu par la suite le choix de la politique inquisitoire, qui lui va prendre le contre-pied total en ayant une procédure à la fois secrète, non publique et écrite. Bien. Donc, ces deux choix, ces deux orientations politiques, accusatoires ou inquisitoires, auraient pu parfaitement être choisis par les législateurs camerounais qui auraient pu dire non, bon, voici comment je veux que ma politique, ma procédure pénale soit orientée, ou plutôt comme ça. Mais il a décidé que ce serait une fusion des deux. C'est ça que vous avez donc lu sous le vocable de choix politique. C'était cette orientation mixte, à la fois de politique accusatoire et de choix de politique de procédure pénale inquisitoire. C'est ce choix mixte-là qui est donc l'orientation que le législateur camerounais a choisi. Tout comme il a décidé aussi que non seulement elle serait mixte, accusatoire et inquisitoire, ou plutôt dans l'inverse, inquisitoire et accusatoire, mais qu'elle serait aussi, en même temps, à la fois d'inspiration romano-germanique, c'est-à-dire ce que nous avons hérité du Cameroun oriental, mais aussi anglo-saxonne, c'est-à-dire ce que nous avons... Donc c'est une double mixité, donc un double choix politique, que le législateur n'était pas obligé de prendre, mais qu'il a décidé de prendre en raison de son inspiration politique. Alors, est-ce que l'objectif de votre ouvrage a été atteint selon vous? Vous vous doutez bien que, ou je serais minimaliste ou petit bras si je vous disais non, il n'a pas été atteint, ou je serais alors mégalomane si je vous disais il a été largement atteint. Oui. Voilà, j'espère qu'il a été atteint. En tout cas, j'ai toujours cet espoir-là, et c'est un espoir qui doit pouvoir être renouvelé. C'est la raison pour laquelle je remets mon ouvrage sur le métier en me disant... La question, justement, c'est parce que vous êtes en train de rééditer. D'accord. Non, l'ouvrage, il est forcément atteint à partir du moment où vous avez la possibilité de rencontrer des gens, des magistrats. Moi, je suis allé dans des cabinets de magistrats et j'ai vu mon ouvrage qui était rangé. Je crois que parfois, même ils ne se souvenaient plus qu'il l'avait acheté ou qu'on le leur avait offert, mais qui était rangé dans leur bibliothèque là-dedans. Évidemment, là, je ne vous parle pas du grand objectif général qui consiste... Je vous parle là de l'objectif égoïste de celui qui voit qu'il a son ouvrage qui peut éventuellement être un élément de référence dans une bibliothèque aux côtés d'autres auteurs. C'est un peu narcissique, vous me direz. Ce n'est pas l'objectif qu'on recherche en priori, mais il n'est jamais exclu non plus. Mais je voulais vous dire que je suis également content lorsque, au travers de discussions, quelqu'un vous dit « Oui, mais dans votre ouvrage, vous avez dit telle chose. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que vous avez cité telle ou telle chose. » Et parfois aussi, d'autres vous disent « Voilà, vous avez dit telle chose, je ne suis pas d'accord avec vous parce que voilà. » Donc, l'objectif pour moi n'est pas d'avoir une vérité. La vérité scientifique, en tout cas quand c'est la science juridique, n'est jamais une vérité absolue. C'est une vérité qui est une vérité temporaire. La preuve, c'est que même la jurisprudence, c'est-à-dire la décision du juge, elle évolue avec le temps. Elle n'est jamais la même. Elle n'est pas bloquée, elle n'est pas figée. Donc, soyons humbles et modestes et disons-nous que nous donnons simplement aux gens un élément qui leur permette de réfléchir, et la réflexion doit pouvoir être enrichie par les apports des uns et des autres. Donc je suis content à partir du moment où quelques personnes ont vu cet ouvrage,
Je suis content à partir du moment où quelques personnes l'ont lu. Je suis content à partir du moment où un certain nombre de choses ont interpellé des gens et que ces choses-là peuvent donner lieu à des échanges et à des débats. Je pense que mon objectif sera largement atteint lorsque ces choses-là pourront éventuellement inspirer ceux qui décident en se disant, nous considérons que telle proposition qui a été faite, que nous avons lue dans tel ou tel bouquin, ou reprise ou par tel ou tel, etc., mérite peut-être que on l'envisage comme étant une piste vers laquelle on pourrait orienter notre procédure pénale, notre réflexion. À ce moment-là, mon bonheur, il commencera. Alors, la réédition, les raisons. Rupture de stock, amélioration, ou alors actualisation, je veux dire. Non, c'est plutôt cet objectif-là, actualisation. Parce que l'ouvrage n'était pas encore épuisé. J'ai reçu, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, l'appel d'un président d'une association qui avait envie d'acheter les stocks restants. Il s'était entendu avec l'éditeur des éditions Clés. Mais d'un point de vue, autant ça me touche, autant comme enseignant, je ne l'ai pas vraiment encouragé. J'espère que mon éditeur ne va pas entendre. Voilà. Je ne l'ai pas beaucoup encouragé là-dedans. Parce que précisément ce travail de mise à jour me semble indispensable. Ah, d'accord. Je voulais qu'il puisse avoir l'ouvrage avec autant que possible le reflet actualisé du droit. Et il se trouve que depuis ce code, quand ce livre paraît en mai-juin 2011, on n'a pas encore la loi sur le tribunal criminel spécial. Donc nulle part dans cet ouvrage, dans sa forme aujourd'hui en tout cas, vous n'avez le tribunal criminel spécial dont tout le monde sait pourtant qu'il est aujourd'hui une juridiction, un organe fondamental dans le rendu de la justice en matière d'atteinte à la fortune publique. Donc un ouvrage qui ne comporte pas ça, aujourd'hui en 2020, ne peut pas être considéré comme étant... Oui, il n'est pas un ouvrage complet. Vous n'avez pas la loi qui parle de la justice militaire, qui est une loi de 2017, qui est donc postérieure à l'ouvrage. Vous n'avez pas la loi de 2014 sur le terrorisme, qui en étant une loi de fond, qui crée donc l'infraction terroriste, du moins la crée dans notre architecture, prévoit également les juridictions et la façon de juger, la garde à vue, la détention, qu'est-ce que la complicité, etc. C'est donc aussi une loi de forme, donc une loi de procédure. Bien. Et les différents décrets qui sont intervenus dans l'intervalle, celui qui crée notamment le corps spécialisé des officiers de police judiciaire, le décret qui prévoit, qui est un décret de, je crois, 2000, je ne vais pas dire de bêtises, 2013 ou 2014, et le décret qui prévoit les modalités de restitution du corps du délit, du 4 septembre 2013. Bien. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de textes qui sont intervenus dans l'intervalle et qui méritaient que la procédure pénale puisse être complétée par l'éclairage de ces lois-là. Donc cet ouvrage a voulu simplement rentrer dans le fil de ces textes nouveaux qui me semblent être importants, nécessaires et en tout cas de nature à actualiser et à rénover la compréhension de la procédure pénale. Là, je crois que vous avez répondu à la dernière question. Qu'est-ce qui devait changer de l'ancienne version? Oui. Donc, vous l'avez répondu. Tribunal criminel spécial, oui. Justice militaire, terrorisme... donc. La loi sur le terrorisme, oui, tout à fait. Tous ces textes-là n'existaient pas parce que, à l'époque où la loi, ce n'est pas une faiblesse du livre de les avoir pas intégrés. C'est juste qu'au moment où... Vous actualisez. Tout à fait. Voilà. Et donc, aujourd'hui... vous voyez, vous vous rendez compte, ces gars, ils m'appellent, ils me disent, voilà, nous sommes à peu près 200 dans notre association, nous avons décidé de faire une action déterminante, nous avons envie que vous nous accordiez un prix sur le livre, est-ce que vous ne voulez pas? Or, vous savez très bien qu'ils vont faire un investissement, même si c'est au rabais, qui ne va pas leur permettre d'être à jour de textes qui sont quand même des textes essentiels, fondamentaux. Et je pense que cet ouvrage, s'il était resté dans cet état, n'aurait pas été vraiment à la hauteur de l'ambition. Je ne vous parle même pas encore du résultat. L'ambition qu'il se veut être, c'est-à-dire apporter aux citoyens, apporter aux praticiens, apporter aux étudiants un instrument qui leur permette de comprendre un tout petit peu la procédure pénale camerounaise qui est la leur.
Maître Claude Assira, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. J'espère avoir été en mesure d'éclairer la plupart des préoccupations qui étaient les vôtres et je pense celles de vos téléspectateurs. Et bonne chance pour le nouveau livre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.